Bonjour à tous. Ah, c'est là que ça se passe. Alors, on ne s'est pas parlé avec Adrien, mais je vous confirme que nous sommes rentrés dans un monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Et les réseaux, le monde des réseaux sont aussi rentrés dans ce monde VUCA. En fait, nous, réseaux et opérateurs télécoms, on est d'abord acteurs de ce monde VUCA, mais un peu co-créateurs, en fait. Si les réseaux n'étaient pas là, si on était à l'époque du pigeon voyageur, je pense que le monde serait un peu moins VUCA. On est aussi victimes, en quelque sorte, parce qu'il faut que nous, opérateurs, nous adaptions. Les réseaux doivent s'adapter à ce monde VUCA, à cette demande qui est devenue incertaine, en quelque sorte, la loi d'Erlang, la bonne loi d'Erlang qui décrivait les modèles de trafic, c'est terminé. Alors, pour planter un peu le décor, parce qu'on était quand même à Deauville, c'est pas un film là que je vais vous faire, mais il faut un peu se projeter dans le futur. Et ce futur, on le voit hyper connecté. Hyper connecté, nous sommes déjà, mais nous allons être encore plus entourés d'objets connectés, intelligents. À la maison, la cafetière est connectée. Tu vois, David, la cafetière va te connaître. La cafetière va te faire ton café le matin quand tu arrives, sans même que tu le demandes. Et suivant ton humeur, parce qu'on aura des sortes de détecteurs d'émotions, elle te fera soit un café si tu es un peu endormi, soit un chocolat si tu es un peu énervé. Je t'arrête, mais il y a déjà un débat sur le trop sur trop sur trop. Alors, il y a un débat sur le trop, mais je crois que c'est un monde dans lequel on va. Donc, après, je ne porte pas de jugement de valeur. Moi, je suis passé d'une espresso très récemment à un truc où on enfonce, tu sais, comme c'est la cafetière Bodum. Comment ça s'appelle? Donc je suis en pleine régression, mais je pense que les Français régressent un peu en ce moment. Alors, tu ne seras pas obligé de demander à ta cafetière de te faire ton café. Mais voilà. En tout cas, la maison va être de plus en plus connectée, le miroir sera connecté, le tapis sera connecté, tout sera connecté. On sort dans la rue, c'est bourré de capteurs. Je prendrai un véhicule qui est autonome et donc connecté, parce qu'un véhicule, pour être autonome, il doit être connecté. Les arbres sont connectés. J'arrive à l'usine ou au boulot, la salle de réunion est hyper connectée et va s'adapter à ce que je demande. L'usine est connectée et sans fil, du coup. Et donc, tous ces objets intelligents sont connectés et produisent massivement de la donnée. Et donc, ces données, il faut les collecter, il faut les traiter, il faut les stocker. Et puis, ces objets, pour être intelligents, ils vont faire appel, évidemment, à des puissances de calcul qui sont derrière. Et puis, il y aura l'intelligence artificielle derrière pour, à la fin, que tous ces objets qui sont connectés créer une sorte on va dire, d'intelligence ambiante. Une intelligence ambiante qui va s'adapter à mes besoins, qui va me connaître, qui va s'adapter à mes besoins et à mon sentiment. Voilà. Et donc, à la fin, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Qu'est-ce qu'il y a sous le capot dans ce monde hyper connecté, dans ce monde dans lequel on va baigner, ce monde de connectivité ambiante, ce monde d'intelligence ambiante? Et je vais parler de trois grands types de briques technologiques. Le premier, c'est ce qu'on appelle la softwareisation des réseaux. C'est pas très joli comme terme, mais voilà, ça décrit un peu ce que c'est. Je vais parler de la 5G, évidemment, et puis je vais parler d'intelligence artificielle, évidemment aussi, parce que c'est difficile ici de ne pas en parler. La première brique technologique dont je veux parler, c'est vraiment clé de comprendre ça, c'est l'irruption de l'informatique dans les réseaux. L'irruption de l'informatique dans les réseaux, et donc il y a deux termes dont vous entendrez parler, ce qu'on appelle NFV, la virtualisation des fonctions réseau, et le Software Defined Network. Alors la première brique, c'est quoi? C'est vraiment ça, là. Ça consiste à observer le fait que les serveurs sont devenus plus puissants, et donc les réseaux, maintenant, c'est de l'informatique. Et donc, nous, opérateurs télécoms, avant, on achetait à Ericsson, à Huawei, à Alcatel, à je ne sais pas qui, des équipements avec un software, etc., mais tout en un. Et maintenant, c'est plus du tout ça. Maintenant, on a des serveurs qu'on achète, on construit notre cloud, voire on va acheter dans le cloud d'Amazon ou autre de la capacité de calcul d'hébergement, etc. Et puis, on n'achète plus un équipement aux équipementiers, on achète une disquette. Voilà. Et donc, nous sommes en train de vivre la révolution que IBM, que les DSI ont fait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on achetait tout à IBM. C'est-à-dire, on ne se faisait pas virer parce qu'on achetait IBM. Adrien l'a très bien dit. Et donc, on achetait tout en un. On achetait le logiciel IBM sur le mainframe IBM. Et maintenant, c'est plus du tout ça. C'est plus comme ça que ça marche. Voilà. Et donc, les réseaux, on est en train de vivre cette révolution. C'est un début. Ça va prendre 10 ans. C'est très profond comme révolution. Je vais décrire un peu ce que ça peut apporter.
Alors ça, c'est la virtualisation des fonctions réseau. Une fois qu'on a fait ça, on n'a rien fait parce qu'on se dit, mais à la fin, à quoi ça sert, quoi, hein. Il y a quand même une grosse rupture pour les équipementiers, parce que entre le fait de vendre un équipement et le fait de vendre une disquette, on divise les prix par 3. Donc évidemment, ça change un peu le modèle des grands équipementiers. Maintenant, nous, on est contents, mais il faut qu'on construise nos réseaux, on construise le cloud, etc. Et donc, à la fin, qu'est-ce qu'on en fait ? Ce qu'on en fait, c'est, et le rêve, c'est de faire un réseau qui est fondamentalement défini par le software. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a construit cette couche d'infrastructure, eh bien, à la volée, on peut construire avec des nouvelles briques qui s'appellent aussi des orchestrateurs, on peut à la volée construire, installer des fonctions réseau. Donc avant, on mettait 9 mois pour installer un routeur, un équipement, un switch, etc. Et maintenant, en quelques minutes, on peut déployer une fonction réseau n'importe où dans le réseau, et ça, c'est absolument merveilleux. Et donc le rêve, au fond, c'est cette espèce de réseau programmable, automatisé, complètement automatisé. C'est un réseau complètement in-demand. Donc évidemment, les premiers bénéficiaires, c'est les entreprises, parce que pour madame Michu, là, pour le grand public, ça ne dit pas grand-chose, mais le premier bénéficiaire, c'est l'entreprise, parce que évidemment, avoir un réseau VPN qui peut se construire, se reconfigurer à la volée et de manière hyper, on va dire, flexible, c'est absolument intéressant. Voilà, donc première très grande transformation, c'est la softwareisation des réseaux. Et Adrien l'a très bien dit, c'est une révolution culturelle. Dans le monde des réseaux, vous n'imaginez pas ce que ça veut dire pour les gens du réseau de commencer à parler de open source, de commencer à parler de cloud, de commencer à parler de containers, de Kubernetes, de je ne sais pas quoi, commencer à parler évidemment de DevOps, parce que le monde du réseau aussi se met au l'agile et au DevOps, etc. C'est deux cultures qui sont radicalement opposées, parce que Monsieur Réseau, c'est plutôt un opérationnel. Il a 3 objectifs. 1, que ça marche. 2, que ça fonctionne. 3, que ça fonctionne. C'est comme ça, un réseau, il faut que ça fonctionne 24/7. Et le SI, on ne peut pas dire que ça fonctionne tout le temps 24/7. Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, c'est un changement de mindset extrêmement profond. Voilà, on est en train de vivre ça. Ça va prendre du temps. Mais c'est l'architecture qui est adaptée à ce monde V4 demain, parce que ça permet de faire face à des pics de trafic énormes et imprévisibles. Ça a fait ses preuves ? Alors, oui, tout à fait, ça fait ses preuves. Ça fait ses preuves. Je dirais qu'on est encore au début de la courbe. Hein. Parce que, si vous voulez, il y a la façon de dire les choses aujourd'hui, c'est de dire ça va arriver, révolution, préparez-vous, etc. Mais est-ce qu'on sait d'ores et déjà que les modèles qu'on nous propose pour demain ont fait face aux problèmes d'aujourd'hui mieux que ceux d'avant ? Oui, tout à fait. Alors, pour le monde de l'entreprise, on a déjà des produits qui existent, qui sont basés sur ces technologies et qui fonctionnent très bien. C'est ce qu'on appelle des SD-WAN, c'est des choses comme ça fonctionne très très bien. Pour les réseaux structurants, évidemment, comme on part pas de rien, la transformation est lente, voilà. Donc, mais ces technologies, elles ont fait leur preuve. C'est un truc qui est inéluctable. Hein. Je veux dire, c'est un truc on y va. Encore une fois, ça va prendre du temps, mais ça marche. Et alors, justement, le deuxième brique dont je parlais, c'est la 5G. Et la 5G est fondamentalement basée, en termes d'architecture, sur ces concepts de virtualisation de réseau, de virtualisation de fonctions au réseau et de software defined network. Et c'est ce qui fait la force de la 5G. Donc on espère que ça va marcher, parce que la 5G, ça va marcher. Alors c'est quoi la 5G ? Petit mot sur la 5G. C'est une nouvelle technique de réseau qui va gouverner, on va dire, pour les 10 prochaines années, ce que vous aurez sur votre mobile, et donc qui apporte fondamentalement trois choses. Enfin, il y a 3 dimensions qu'on peut relever sur la 5G. D'abord, ça va plus vite. Ça va plus vite que la 4G. La 5G, c'est 50 mégabits par seconde pour tous. Et c'est des pics de trafic jusqu'à 10 gigabits par seconde, c'est-à-dire un équivalent de la fibre optique, premièrement. Deuxièmement, et ça c'est quand même très révolutionnaire, c'est des temps de latence qui sont réduits. Des temps de latence, c'est-à-dire le temps entre le moment où vous appuyez sur votre téléphone et puis ça revient, aujourd'hui c'est plusieurs dizaines de millisecondes. La 5G, ça va peut-être se réduire jusqu'à 1 milliseconde. C'est considérable. Et ça, c'est la vraie innovation que va apporter la 5G. Temps de latence et une fiabilité extrême. Hein, on va multiplier par 10 la fiabilité qu'on a aujourd'hui, la robustesse du réseau. Et donc, c'est tout à fait considérable. Et troisièmement, la 5G va permettre l'IoT, donc l'Internet of Things, massif, c'est-à-dire tous ces objets que je décrivais tout à l'heure et qui vous créent un environnement qui s'adapte à votre passage, à vos émotions, etc. Ces objets qui sont connectés, ils ont besoin de réseau derrière, et le réseau derrière, c'est la 5G. C'est la 5G qui va permettre jusqu'à 1 million d'objets connectés par kilomètre carré. C'est tout à fait considérable. Donc la technique qui est derrière et qui va le permettre, c'est la 5G. Voilà. Donc qu'est-ce que ça va permettre ? Tout ça, ça va permettre plusieurs choses. D'abord,
enfin plusieurs choses, plusieurs cas d'usage, plusieurs usages qui vont tirer profit de ces performances extrêmes de la 5G. D'abord, la 4G améliorée, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mobile broadband amélioré. Alors, j'aime bien prendre l'exemple de Black Mirror. Je pense qu'il y en a qui ont Netflix, là, et qui regardent Netflix. Netflix, ils ont sorti une série qui s'appelle Black Mirror. Qui regarde Netflix. Ah. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Black Mirror? Black Mirror, c'est un film interactif, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on choisit, au fur et à mesure, ça déroule, et puis on choisit un scénario. Et donc, en fait, il y a plein de films là-dedans, puisqu'il y a plusieurs scénarios. Et en fait, au fur et à mesure que ça déroule, on choisit un scénario. Donc ça, c'est un peu 1.0, en fait. Hein. C'est le film d'aujourd'hui, mais c'est déjà un peu 1.0. Avec la 5G, ça sera interactif et immersif. C'est-à-dire qu'en fait, nous serons acteurs, et donc nous allons jouer dans le film. En fait, grâce à la 5G, ça sera hyper instantané, en fait. Hein. Et donc, le scénario va se dérouler en fonction non pas de ce qu'on choisit, d'appuyer sur le bouton 1, 2, 3, etc., mais de ce qu'on va faire dans le film. Donc, nous serons acteurs, ça sera une expérience immersive. Donc, la 5G, fondamentalement, c'est permettre des expériences immersives. Autre application, hein, il y en a plein qui regardent le foot. Demain, tous les joueurs sur un stade, ils auront une petite caméra là, qui ne se verra pas, qui permettra de filmer là où ils sont. Et donc vous serez dans votre fauteuil, vous paierez peut-être un petit peu plus cher, j'en sais rien, et vous vous placerez à la place de Ronaldo, vous naviguerez, enfin vous serez sur le terrain de foot, à la place du goal, vous naviguerez, et vous serez en 360, vous voyez, avec ces lunettes, ça sera complètement immersif. Voilà, tout ça, c'est grâce à la 5G. Ce sera possible avec les manifestations? On pourra choisir le CRS ou le gilet jaune qu'on suit dans la manifestation? Vous pourrez mettre votre gilet, et ça sera en toute sécurité en plus. Sur le foot, c'est vraiment à l'étude? Ah oui, tout à fait. Oui. Les stades seront hyper connectés, les joueurs auront tous leur petite caméra, et vous serez comme sur le terrain, mais à la maison. C'est-à-dire qu'ils pourront plus se taper dans les couilles, se faire des tacles et des trucs, on saura tout de suite, quoi. Voilà, mais il y a encore le public dans le salon, hein, mais ça sera un peu plus... Le coup de bouille de Zidane en interaction, ça doit être quelque chose. Hein. Voilà, et on va vivre, en fait, ce foot de manière complètement différente. Deuxième grand type d'application, c'est ce qu'on appelle le Fixed Wireless Access, c'est-à-dire la fibre connectée, la fibre sans fil. Je dirais qu'en France, on est quand même très largement déployé en fibre, donc c'est moins d'applications, mais sans doute dans les entreprises, on peut trouver des choses. Et troisième grand type d'application, c'est ce qu'on appelle les verticales de service, ou tout un tas de services spécialisés qui vont tirer parti de ces performances, donc notamment du faible temps de latence et de la robustesse. On peut imaginer l'agriculture connectée, des hôpitaux connectés, on fait des expériences, la chirurgie à distance connectée, évidemment on sent bien que le temps de latence, là c'est important. Le véhicule connecté, tiens parlons-en, le véhicule de demain sera autonome, et il sera connecté. Alors vous me direz, c'est bizarre, pourquoi il a besoin d'être connecté puisqu'il est autonome, quoi. En fait, le véhicule, bien sûr, qui est autonome, il est déjà bourré de capteurs aujourd'hui, il se conduit tout seul, mais par contre, il a besoin d'être connecté pour savoir ce qui se passe un peu au-delà des capteurs, vous voyez. Il a besoin de savoir qu'il y a un feu rouge là-bas derrière le tournant ou un accident derrière le tournant. Et donc, ça, c'est un véhicule connecté à la 5G. On imagine que demain, votre véhicule, vous pourrez voir à travers le véhicule qui est devant vous ce que voit le véhicule qui est devant vous. Vous voyez, il y aura un écran sur votre tableau de bord et grâce à la 5G, vous aurez accès à ce qui est derrière. Et donc, il sera beaucoup plus sûr. On imagine même qu'il n'y aura plus de feu rouge, enfin que tout ça sera beaucoup plus fluide. On va parler de conduite prédictive, parce que s'il a des capteurs qui sont connectés aux capteurs de celui d'après, il va guetter à travers le véhicule qui est 10 fois devant les situations de risque. Tout à fait. Et s'il les fait tourner avec un modèle expérientiel qui utilise des données de ce qui s'est passé dans le passé, la voiture va refuser de partir. Elle va dire je pars pas parce qu'on va avoir un accident. J'anticipe un accident, mais c'est tout à fait ça. Mais c'est incroyable. Ça. J'anticipe un accident et donc c'est tout à fait ça. Parce que derrière il y a plein d'intelligence artificielle, d'algorithmes entraînés, etc. Et donc effectivement ça sera quand même beaucoup plus sûr. Voilà. Surtout si on reste chez soi. Surtout si on reste chez soi. La question environnementale, parce que la 5G est un continent qu'on a envie d'explorer. Tu parlais de voitures. La situation de blocage en France qu'on vit actuellement, elle est partie des bagnoles. C'est-à-dire que les bagnoles consommaient trop. On a fait des taxes, des machins. Les gens n'étaient pas d'accord. On a dit on veut garder le diesel. Où je veux en venir? Je veux en venir que cette technologie va déplacer de la consommation d'énergie
Est-ce qu'on sait d'ores et déjà si elle est énergivore, si la 5G va nous faire bouffer de l'électricité, du thermique, de l'énergie à donf, et nous promettant des lendemains qui chantent, va être absolument anti-écologique, ou est-ce qu'au contraire, on va vers une informatique peut-être plus verte, parce que dans leurs besoins stratégiques, les general managers vont vous dire « Moi, demain, je veux être écologiquement responsable. Ma nouvelle raison d'être, en fonction de la loi Pacte qui est en train d'être examinée au Parlement, c'est d'avoir une consommation plus raisonnable. » Au final, est-ce que la 5G nous promet d'être plus écologique ? Alors, c'est une très bonne question, hein. Mais pendant que tu poses les questions, il faut faire des arrêts de jeu sur le compteur. Parce que non, je fais aucun arrêt de jeu, c'est compris dans le truc. Je sais, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Alors, non, c'est une très bonne question, la question de la consommation énergétique. Et, en fait, les opérateurs ont pris conscience, pas mal poussé par Orange, d'ailleurs, petite pub au passage, que c'était un truc fondamental et qu'on ne pouvait pas, parce qu'on a quand même des croissances de trafic de 60% par an. 60% par an, c'est exponentiel, quoi. Et donc, les consommations énergétiques, elles ne peuvent pas continuer à croître comme ça. Et la 5G a été construite nativement pour être plus efficace énergétiquement. Juste un petit mot pour expliquer ce que ça veut dire, ça, par exemple. Hein. Une antenne aujourd'hui, c'est bête. C'est-à-dire ça rayonne tout le temps, ça consomme tout le temps, quel que soit le nombre de personnes qui est autour d'elle. Qu'il y ait personne ou qu'il y ait 100 personnes, ça consomme de l'énergie. Une antenne 5G, elle est intelligente, donc elle va permettre deux choses. D'abord, de diriger le rayonnement uniquement vers la personne, et donc ça veut dire qu'autour, ça ne va pas rayonner, donc ça va mieux consommer, et aussi quand il n'y aura personne, elle va s'arrêter. Voilà. Et donc la 5G, nativement, elle est beaucoup plus efficace parce que ces questions d'environnement et énergétique ont été prises en compte nativement dans la norme de la technique. Et deuxième réponse à ça, c'est qu'au fond, bien sûr que les telcos, les Google, les GAFA, etc., les data centers, tout ça, ça consomme beaucoup. À la fin, il faudrait regarder un peu le bilan global. Parce que si ça t'évite de te déplacer parce que tu restes chez toi, eh ben, tu ne consommes pas pendant ce temps-là l'essence. Et oui. Voilà, donc ça, c'était mon petit couplet sur les véhicules connectés. Et petit couplet aussi quand même sur l'industrie, parce que la 5G, elle était faite pour les entreprises. Alors, pardon, juste avant, pendant que j'y pense là... la 5G, c'est pas tout seul que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne et pour avoir notamment ce faible temps de latence, quand je dis temps de latence, encore une fois, hein, c'est entre l'objet connecté ou le terminal et puis, dans les retours, jusqu'à la puissance de calcul qui est derrière, on a besoin de puissance de calcul qui est pas loin. Parce que si votre data center il est en Californie, le temps de latence, c'est le temps d'aller-retour, ça va prendre plusieurs dizaines de millisecondes. Et donc, en fait, on assiste à une décentralisation des clouds, à une distribution des clouds. L'ensemble des gros cloud providers sont en train de se distribuer vers ce qu'on appelle le edge, c'est-à-dire rapprocher leur data center de les sources de trafic. Des sources de trafic, c'est-à-dire David, c'est-à-dire la maison de David, c'est-à-dire l'antenne, c'est-à-dire des data centers régionaux. Et ça, c'est fondamental de le comprendre parce que c'est une énorme transformation de l'architecture. Demain, aujourd'hui, on se fout complètement de savoir où est le cloud. Il peut être n'importe où dans le monde. Demain, il a besoin d'être pas loin de la source pour pouvoir effectivement bénéficier pour pouvoir aider à ce temps de latence. Le faible temps de latence, c'est pas que la 5G, c'est un tout, c'est aussi une puissance de calcul qui est distribuée et pas loin de l'utilisateur. Et donc la 5G, elle était faite fondamentalement pour les entreprises, parce qu'elle est capable de répondre à tous les besoins ou des besoins extrêmement différents, grâce à un mécanisme qu'on appelle le slicing, c'est un peu technique, mais le slicing, ça veut dire qu'on découpe les réseaux en tranches. On fait du saucisson, on découpe le réseau en tranches logiques, et chaque tranche logique a sa propre garantie de qualité de service. Par exemple, on fait une tranche pour le grand public ou pour regarder la télé. On fait une tranche pour les véhicules connectés. Parce qu'on sent bien que si le véhicule connecté il arrête de marcher parce qu'il y a une dame qui commence à regarder la télé sur son mobile et donc il y a des problèmes de congestion de trafic, ça ne va pas marcher. Et donc on sait faire des tranches sur la 5G. Et comme on sait faire des tranches, c'est un truc qui est vraiment adapté à l'industrie. Et donc on pense que ça va apporter des choses, la 5G, sur l'ensemble du cycle de l'industrie. Que ce soit les phases de design, les phases de logistique, les phases de production, parce que les usines seront connectées, et donc les robots dans les usines, les chaînes de montage seront connectées grâce à la 5G, grâce à ce que ça apporte à la qualité de service de la 5G. Donc il n'y aura plus de fil, ce sera des usines sans fil. Voilà, j'en passe. Et puis aussi sur la question de la maintenance, juste un petit mot là-dessus.
On pense que ça va apporter, je parlais tout à l'heure d'expérience immersive, d'expérience de réalité augmentée, hein, vous voyez les lunettes et puis les choses qui s'affichent par-dessus les lunettes, etc. Et ça, c'est très très puissant dans l'industrie, notamment pour faire la maintenance. On a beaucoup de discussions avec les acteurs, notamment de l'aéronautique, hein, qui nous disent, nous, on est vraiment intéressés pour pouvoir faire de la maintenance en réalité augmentée. Parce que comme ça permet que nos techniciens ils soient moins formés, ça permet de distribuer, ça permet de délocaliser les centres de maintenance, et c'est tout à fait c'est des énormes sources de gains, des énormes sources de gains et d'économies. Voilà, donc la 5G, une technique qui s'appuie fondamentalement sur des réseaux virtualisés et qui va permettre de servir, on va dire, au mieux les besoins des entreprises, y compris dans l'industrie. Dernier petit mot sur l'IA. J'ai parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle dans le monde du grand public. Hein. C'est grâce à l'IA que la machine à café, elle reconnaît David, ses émotions, etc., et qu'elle lui propose du chocolat, du café, de je ne sais pas quoi. Évidemment, ça, on voit bien les applications de l'IA dans le grand public. Je pense que l'application emblématique, c'est quand même la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale. Aujourd'hui, une application, un algorithme bien entraîné d'IA, c'est reconnaître l'âge de quelqu'un, de vous et moi, mieux que n'importe qui, en fait. Hein. Grâce à un peu de logiciel, on sait vieillir les gens, on sait les rajeunir, on sait les transformer d'hommes en femmes. Vous voyez ce qui est arrivé à Maobin. Là, c'est pas très joli, mais c'est un peu ressemblant quand même. On va en parler d'ailleurs juste après toi, avec Denis, qui va nous parler des deepfakes et de tout ce qu'on peut faire dire aux gens et au visage de faux, alors qu'ils avaient l'intention de dire la vérité. Alors, vous en parlez avec Denis, on en parlera aussi cet après-midi, je crois, avec Luc Julia, qui va... d'ailleurs, je vous incite à lire le bouquin. Hein. Tout ce que j'ai écrit au début là, sur le monde de demain, c'est décrit très très bien à partir de la page 197 du bouquin de Luc Julia, et c'est tout à fait génial. Hein. Enfin, voilà. Après, on aime ou on n'aime pas, mais je pense que ça va arriver comme ça. Voilà, donc l'IA dans le monde du grand public, on voit très bien ce que ça veut dire. Il faut aussi avoir en tête que l'IA a son application, trouve son application dans le monde industriel. Et là, il y a trois grandes phases hein, dans lesquelles l'intelligence artificielle peut apporter des choses. L'IA qui me sert à connaître, hein, c'est-à-dire à transformer cette somme de données que je collecte de partout en connaissances exploitables. Donc l'IA me sert à connaître, à mieux connaître. L'intelligence artificielle, premièrement, l'intelligence artificielle me sert à décider, c'est un aide à la décision. Et l'intelligence artificielle me sert aussi à automatiser, à faire un plan d'action, etc. Voilà. Et donc nous, dans les réseaux, c'est pareil, on a besoin de l'IA, on utilise déjà l'IA pour automatiser un certain nombre de choses, détecter en avant de phase les pannes, etc. Je peux juste vous donner un exemple de ce qu'on cherche à faire. Les réseaux, on n'aime pas, je disais tout à l'heure, je parlais de monde VUCA, on n'aime pas ce qui n'est pas prédictible. On n'aime pas ces pics de trafic qui viennent du monde VUCA dans lesquels, en fait, nous on aime bien proposer la qualité de service et on aime bien dimensionner les réseaux en fonction de ce qu'on prévoit. Voilà. Et quelquefois, on ne sait pas prévoir. Voilà. On ne sait pas prévoir, mais on sait, grâce à l'IA, on sait par exemple récupérer tout ce qui tourne sur les réseaux sociaux, et donc grâce à l'information qui tourne sur les réseaux sociaux, on peut anticiper qu'il y aura un événement, qu'il y aura un truc, etc. Et donc, dimensionner les réseaux en déployant à la volée, grâce aux techniques de SDN, de NFV que je décris tout à l'heure, les ressources réseau qui vont permettre de garantir une qualité de service toujours parfaite pour l'utilisateur final. Voilà ce qu'on peut faire avec de l'IA, c'est une sorte de d'anticipation des pannes. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure sur les voitures. Comme un peu EDF avec l'électricité. Tout à fait. EDF essaye d'anticiper. Alors après, bon. Mais nous, c'est pareil. On essaie d'anticiper les pannes. Et comme tu disais sur les voitures tout à l'heure, on essaye de prédire, de faire du prédictif sur ce qui va arriver, sur les contentions du réseau, pour dimensionner leurs ressources en temps et en heure. Voilà, j'ai fini. Donc, juste pour terminer, mon speech là, c'est l'IA. Nous pensons que ça va révolutionner l'exploitation aussi des réseaux pour servir le client, et c'est tout à fait fondamental de ce monde VUCA que j'ai décrit tout à l'heure. Voilà, je vous remercie. Emmanuel, merci. Emmanuel, c'est comme un match qui s'arrêterait sans intégrer les arrêts de jeu. Ça provoquerait l'ire des supporters, mais vraiment, grâce te soit rendue. Tu parlais d'IA et de reconnaissance faciale. J'ai entendu hier à la conférence SAP du matin, où je me trouvais, qu'il y a quelqu'un qui a dit « Mais demain, la reconnaissance faciale va permettre de payer ». C'est incroyable. Demain, aujourd'hui déjà, on est passant sans fil, parce qu'on peut payer avec son mobile. Demain, tu passes devant une petite caméra, tu cliques un œil et c'est payé.
Et si l'informatique, il voit que tu es radin et que tu ne vas pas payer. S'il reconnaît... Mais non, parce que celui-là, il est radin. l'informatique, le big data qui est derrière, elle sait que tu es radin. Donc elle sait si tu es un bon payeur ou pas. Eh ben dis donc. On fait du scoring très intelligent. C'est le moment de la synthèse. Alors, Emmanuel, pareil, difficile de dégager que 3 points. Alors, ce que j'ai retenu, c'est que les réseaux de télécom se softwareisent de plus en plus. Et au-delà de la partie technologique, c'est également une révolution culturelle. Et ça, je ne m'en doutais pas. La 5G, je me doutais que vous alliez aborder le sujet et va ouvrir de nouvelles perspectives, y compris dans le monde industriel. Et puis, pour terminer, l'IA transforme les réseaux en réseaux cognitifs et prédictifs et va en révolutionner l'exploitation. Voilà ce que j'ai retenu en 3 points. On a des questions de la salle. Alors, je les recache, hein. C'est le jeu. Alors, toutes ces ondes avec la 5G, quel impact pour le corps humain? Autant commencer par la pire. Alors, non, c'est une très bonne question. Et nous, les opérateurs et le monde telco se préoccupent beaucoup de la santé. Il y a des normes à plusieurs niveaux. Il y a des normes au niveau de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il y a des normes au niveau des pays et des normes au niveau des villes. Et des normes qui sont évidemment de plus en plus restrictives quand vous descendez dans les couches sur l'exposition et sur l'exposition électromagnétique. Donc, fondamentalement, ce que je peux dire, c'est que on respectera les normes. Voilà. Donc, ça ne sera pas pire avec la 5G. Ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est que la 5G elle est plus efficace. Typiquement, une antenne ne rayonne pas quand il n'y a personne. Voilà. Donc, à la fin, c'est plus efficace et donc ça rayonne, on va dire, pas pareil. L'exposition n'est pas la même, mais dans tous les cas, avec la 5G, on sera aussi à l'intérieur des normes qui ont été définies. Bon, ça c'était la question rouge. Je préférais autant parler des débuts. Question bleue. Quelle est la date de disponibilité de la 5G en France? Donc en France, on est déjà en pré-déploiement. On va inaugurer d'ailleurs une partie à Lille fin avril. Là, on est plutôt en phase de test technique. L'ouverture, elle est plutôt prévue, on va dire, au courant du premier semestre de 2020. Voilà. Après, j'ai juste quand même une remarque. Hein. C'est que la 5G, c'est d'abord une évolution du réseau 4G, et la révolution que j'ai décrite, ça va prendre du temps. Donc, c'est pas tout de suite la révolution. Hein. Au début, ça sera un peu plus rapide, un peu machin, etc. Mais ça va prendre du temps, et par contre, en 2025, par là, on aura toute la puissance de la 5G, avec plein d'évolutions qui vont encore arriver. Et c'est celle-là qui va permettre les révolutions de cas d'usage que j'ai citées. Question blanche, question bleue. Quel est l'enjeu de l'ISIM? L'enjeu de la eSIM. Donc la eSIM, c'est ce qu'on appelle la embedded SIM. Donc aujourd'hui, les cartes SIM sont des cartes physiques que vous insérez dans votre mobile. Et il existe une autre technique qui consiste à dématérialiser la carte SIM, enfin plutôt la mettre, la fondre dans le mobile. Voilà. Et donc ça l'enjeu. Alors il y a des enjeux pour le client et des enjeux pour les opérateurs. L'enjeu pour le client, c'est fondamentalement que ça digitalise son parcours, puisqu'il n'a plus besoin d'acheter, d'aller récupérer sa carte SIM, de la mettre. Et grâce à un code barre, il charge ses profils voilà, il a son offre. Voilà. Ça, c'est l'enjeu pour le client. L'enjeu pour l'opérateur, il est aussi que ça lui réduit ses coûts. En tout cas, c'est ce que ça apporte à court terme. Évidemment, il y a une vraie question pour les opérateurs de ne pas être des intermédiaires, parce que ce qu'on ne voudrait pas, c'est que ce soit Apple qui choisisse l'opérateur à la place du client. Mais voilà, c'est un peu ça les enjeux. Bien, merci. Emmanuel, qu'on retrouve tout au long de la journée, si on veut lui poser d'autres questions. Merci Emmanuel.